Alors tout d'abord, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter mon projet. Comme vous, je vais faire un tour de ma présentation. Donc Thibaut Prudhomme, enchanté. Je suis né à Bordeaux en 96. Je suis entré à Strat en 2014. J'ai fait un tour chez Forestier Interior System en tant que baby designer UX/UI pour un stage de 3 mois. Je suis ensuite allé au Chili pour étudier l'artisanat des peuples précolombiens dans le cadre d'un voyage d'études avec 2 compères à moi de Strat. J'ai fait une césure au pôle recherche de Strat pendant quelques mois pour faire un stage en collaboration avec la start-up Padzi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une start-up de restauration autonome avec un pizzaiolo robotique. Ah, vous en avez entendu parler, très bien. Donc cette césure avant d'aller à Sciences Po pour mon double diplôme en master et innovation numérique. Voilà, je vous montre une photo de moi de dos, je suis rugbyman parce qu'aujourd'hui vous me voyez de face. Donc, comment troisième ligne L, ouais, ah, bien joué. Je vais faire quand même un petit rappel des points importants de mon mémoire que vous avez bien évidemment tous lus. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport au territoire, c'est que le territoire doit être avant tout attractif pour ses habitants et pas forcément que pour les étrangers et pour les touristes. Un territoire en fait peut être attractif sans forcément s'étendre. On peut se développer et on n'est pas obligé de s'étendre et être attractif. La notion de se développer ne doit pas être confondue avec l'action de s'ouvrir aux autres. Pour l'identité territoriale, eh bien, il s'agit d'une force en fait, une force qu'il faut conserver et préserver, car celle-ci en fait peut être un levier pour la transition environnementale du territoire. Cette identité territoriale peut évoluer tout en gardant ses fondements. Donc, après ces conclusions de mémoire, eh j'ai soulevé un enjeu. Je me suis dit, si l'identité est un levier pour construire son territoire, eh bien, pourquoi pas en faire le socle commun de sa population. Donc, je me suis intéressé au terme de cet enjeu-là. Et selon la géographe Marie-Christine Fourny, eh l'identité territoriale représente la modalité à partir de laquelle une société fonde la conscience de sa singularité en la référant à un espace qu'elle institue sien. C'est-à-dire qu'une population en fait construit son identité par rapport aux caractéristiques de son territoire. Un socle commun, ça peut être plein de choses en fonction de la façon où la population vit son identité. Enfin, son socle commun, ça peut être une idéologie, des institutions, des lois, etc. Et moi, j'ai choisi de creuser le socle commun en tant qu'identité, car elle peut servir comme viabilité du territoire. Sauf que cette identité territoriale n'est pas perçue de la même manière pour tout le monde. La population est loin d'être homogène et c'est là où le défi est intéressant. Donc c'est le début de ma démarche en fait. Il fallait que pour creuser cet enjeu-là, je cherche un territoire un peu plus précis. Donc, le terrain d'étude de mon mémoire c'était le territoire national et je me suis dirigé vers l'extrême sud-ouest de la France, vers le territoire des Pyrénées-Atlantiques, plus particulièrement le territoire basque, donc avec ses communautés d'agglomération fraîchement créées. Pourquoi le territoire basque pour cet enjeu-là ? Eh bien parce que le territoire basque aujourd'hui est très attractif et donc il est très sensible aux variations de la population. C'est un territoire qui a une culture et une identité bien trempées et je lui accorde une grande importance sentimentale. Donc me voilà parti d'abord en train puis avec ma moto pour découvrir ce beau territoire, pour comprendre en fait qu'est-ce qui caractérise l'identité de ce territoire et aller à la rencontre de son peuple. Donc il s'avère, après mes observations et une étude menée sur 200 habitants, il s'avère qu'il y a 4 éléments fédérateurs de la construction de l'identité territoriale basque. Donc évidemment sa langue, le skara, son patrimoine architectural et paysager, ses secteurs d'activité et ses ressources. Je me suis plongé vers les secteurs d'activité de l'agriculture. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Pourquoi ? Parce que je l'aborde un peu dans ma mémoire. C'est un secteur primaire et en fait, si celui-ci va mal, tous les autres seront touchés. C'est un secteur qui est en mutation, vous le savez, il y a des mouvements pour changer de modèle agricole et l'identité rurale est aussi en pleine mutation. Donc je vais vous faire un rapide état des lieux de l'agriculture sur le territoire, elle est assez atypique sur le territoire basque. Il faut savoir qu'il y a énormément d'exploitations et elles sont à 80% individuelles, c'est-à-dire que c'est des exploitations familiales qui se transmettent de génération en génération.
Évidemment, c'est son relief qui a façonné l'agriculture sur ce territoire, donc beaucoup d'élevage de brebis notamment, et sauf que ça apporte aussi beaucoup de contraintes, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur ce territoire-là. Là, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est que on voit qu'il y a en fait, avec le rapport entre les arrivées et les départs dans les styles de production, dans les types de production, pardon, ça reflète en fait un changement de besoin de la société. Oui, on ne voit pas très bien, mais au final, en fait, on voit que pour par exemple les bovins mixtes, donc lait et viande, il y a plus de départs que d'arrivées. Donc c'est un secteur qui est en déficit, contrairement par exemple à l'élevage de caprins qui lui est à peu près équilibré. L'objectif du territoire, eh bien, c'est de développer un projet commun alimentaire pour offrir à ses habitants des produits de qualité et surtout locaux. Selon les pouvoirs publics locaux, c'est possible, le territoire en est capable. Mais il y a un problème, c'est que, donc selon Maryse Cacheneau, agricultrice à Itsasou et membre d'une structure d'accompagnement paysan, eh bien, il y a évidemment beaucoup d'exploitants qui partent et il y a une grande majorité des exploitants qui sont en l'âge de partir à la retraite qui n'ont pas de projet de reprise en fait. Et ça, c'est problématique. Et c'est sur cet enjeu-là que je commence à investiguer et à dire, ben, oui, effectivement, c'est l'enjeu de la transmission qui est important, qui va déterminer tout le reste. Et donc la transmission d'une exploitation, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout un exploitant à l'âge de partir à la retraite qui va céder sa terre à une ou plusieurs personnes, à des porteurs de projets. Comme il ne s'agit pas d'une simple vente de paires de baskets sur eBay, eh bien, il y a des structures d'accompagnement qui sont là pour encadrer ce processus. On a la chambre d'agriculture, une autre chambre d'agriculture moins officielle entre guillemets, et une autre qui gère le BERN. Donc comme je l'ai dit, c'est pas qu'une simple vente de paires de baskets, c'est quelque chose de propre à chacun, c'est pas qu'une simple transaction, et c'est constamment des compromis entre les porteurs de projets et les cédants. Il faut savoir que les régions en moyenne ne consacrent que 3% de leur budget dédié au secteur agricole à cet enjeu-là. Pourquoi c'est important la transmission? Eh bien parce qu'elle détermine en fait le renouvellement des actifs agricoles. S'il n'y a pas de transmission, les jeunes ne peuvent pas s'installer. C'est un levier pour changer de modèle aussi. Cette transmission va permettre aux jeunes de s'installer et du coup d'adopter un autre modèle agricole. Et ça permet aussi de dynamiser des territoires qui ne sont pas très dynamiques. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on ne transmet pas? Eh bien, on encourage l'agriculture intensive, donc le modèle actuel, et il y a un phénomène qui se passe actuellement, c'est que on observe un agrandissement des parcelles. Donc en fait, ça n'encourage pas la biodiversité et les typologies de production. Et de ce fait, on démantèle le bâti agricole. Pourquoi? Un phénomène très simple, sur trois exploitants, 2 vont partir à la retraite. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont choisir l'option de facilité, c'est-à-dire de céder à leurs voisins, parce que c'est des personnes qu'ils connaissent. Et du coup, le premier producteur qui a une production A va en fait démanteler le reste du bâti agricole pour pouvoir poursuivre son exploitation. Ce qui n'encourage pas la production, enfin la diversité des types de production, et c'est pas ce qu'on veut. Pour continuer dans ma démarche, donc je suis allé voir et interviewer des acteurs qui sont au cœur de ces problématiques-là. Donc Maël qui était à la chambre d'agriculture Euskal Herriko, Myrène Chou à la chambre d'agriculture, Joachim qui est un ancien porteur de projet et Pierre Marjoridon qui est un promoteur immobilier dans la région. Revenons sur nos deux protagonistes, les cédants et les porteurs de projets. Il y a un monde entre ces deux types de personnes. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a une génération en fait, qui est habituée à une agriculture conventionnelle, qui n'envisage pas du tout de céder hors cadre familial. J'y reviendrai un peu plus tard. Et ils ont beaucoup de préjugés en fait, sur la transmission de leur exploitation. Ils ne sont pas confiants. Et de l'autre, eh bien, c'est des jeunes actifs qui sont de moins en moins en fait, issus du monde agricole, en plus d'être pas forcément natifs du territoire. Et ils ont une nouvelle vision de l'agriculture et n'ont pas forcément la connaissance de la réalité du terrain. Un petit écosystème pour expliquer en fait que les pouvoirs publics ont surtout favorisé l'installation des jeunes actifs au dépit des cédants. Et en fait, selon les structures d'accompagnement, elles ont pris en fait, le problème à l'envers. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'installation. Ça paraît logique. Et donc, les structures d'accompagnement
doivent en fait faire un travail énorme de sensibilisation et de démarchage auprès des cédants pour les inciter à céder. Et ça, c'est un travail qu'ils sont censés faire, mais ils aimeraient que les cédants viennent un peu plus d'eux-mêmes et que le processus soit un peu plus ritualisé. Des acteurs partenaires et proches du cédant pourraient en fait effectuer ce travail de démarchage de sensibilisation, mais ne sont pas inscrits officiellement dans le processus. C'est quoi un processus de transmission idéal? Eh bien c'est ça part de la sensibilisation jusqu'au suivi de l'accompagnement après le parrainage. Sauf qu'aujourd'hui, toutes ces étapes ne sont pas respectées, en tout cas les structures d'accompagnement sont en manque de moyens, et notamment sur la mise en relation des cédants et des porteurs de projets. Et ça c'est problématique, c'est un gros frein à la transmission. Donc comme je le disais, en fait, c'est très important de préparer psychologiquement et mentalement les cédants à transmettre, car ils sont très attachés à leur terre, et surtout si c'est pour céder à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Sauf que s'il faut favoriser le dialogue, en fait, il faut inciter les cédants à venir en parler. Et c'est un travail très dur parce que donc, les structures d'accompagnement sont situées comme telles sur le territoire et doivent en fait recouvrir l'ensemble de ce territoire et c'est très centralisé en fait. Ces structures-là ne sont pas du tout propices au dialogue et à la rencontre. C'est problématique, sachant qu'en fait, pourquoi? Parce que ce sont des simples bureaux, malgré le fait que les gens qui y sont très sympathiques. Il n'y a pas en fait de rencontres qui sont créées entre les cédants et les porteurs de projets. Sachant que selon Naël, donc, qui fait partie d'une structure d'accompagnement, la transmission c'est avant tout 90% d'humains. Et s'il y a un manque d'interaction entre les deux protagonistes, eh bien, ça pose un réel problème. Il n'y a pas d'incitation publique de l'État, pas d'incitation financière j'entends, parce qu'ils ont favorisé un maximum l'installation et pas la transmission. Et un phénomène en fait, qui s'est passé il y a 30 ans dans d'autres régions de France, c'est qu'en fait, avant au Pays Basque, on ne se posait pas la question de à qui on allait transmettre son exploitation. On la transmettait à ses enfants de génération en génération. Et aujourd'hui, le cadre familial est en mutation et cette tradition en fait, constitue aujourd'hui un frein. Et il n'y avait pas de processus de transmission qui avait été pensé jusque-là. Pourquoi c'est tabou également? Parce que ça touche au foncier. Qui dit transmission, ça touche à la terre. Et au Pays Basque particulièrement, les agriculteurs sont très attachés à leur terre. Ça, c'est un ancien porteur de projet, Joachim Haas, vigneron, qui en fait m'a avoué qu'il avait mis énormément de temps avant de rencontrer son cédant, car il avait du mal à se mettre dans de bonnes conditions pour céder. Petite pause sur la synthèse finalement des besoins et des problèmes. On a constaté, en fait, j'ai constaté qu'il y avait un terrible manque de dialogue entre chacun des acteurs. Donc il faut libérer la parole. Il n'y a pas forcément d'espace dédié à ces dialogues, ces lieux de vie, et donc il faut créer du lien. Donc après toutes ces discussions et ces investigations, une nouvelle question m'est venue pour faire écho à mon premier enjeu soulevé. Comment, en tant que designer, puis-je ancrer un processus dans la transmission, un processus de transmission dans l'identité territoriale? Pourquoi un processus? Parce qu'il n'y a pas forcément de processus type. Donc mon projet est un espace d'animation territoriale dédié à la transmission des exploitations agricoles. Donc l'objectif de ce projet à l'échelle de la région est de consolider le processus, d'anticiper le renouvellement des actifs agricoles, et d'un point de vue un peu plus micro, c'est d'apprendre à se connaître, de se rassembler et de, autour, créer un lieu de vie. Donc mon projet s'intitule Fort Loura. Fort Loura, qui veut dire tout simplement fort de la terre, donc Loura, terre en basque. C'est quoi avant tout? C'est une place forte pour un socle inébranlable, une enceinte pour accueillir les nombreux acteurs agricoles et une tour pour contempler et mieux comprendre le territoire. Pourquoi un lieu? Eh bien tout d'abord, comme le processus de transmission est long, ce lieu aura le temps de devenir un symbole dans ce processus-là et dans l'identité territoriale. Et c'est symbolique en fait j'ai voulu en fait créer quelque chose de tangible pour favoriser l'ancrage sur le territoire. Pourquoi un lieu également? Eh bien parce que ça viendrait mieux distribuer le processus de transmission sur le territoire et ça soulagerait en fait les différentes structures d'accompagnement. Il ne s'agirait pas de construire du neuf, il s'agirait en fait de réhabiliter une friche, une ferme en friche, car c'est quasiment en fait impossible de construire du neuf dans la région, surtout sur la côte.
et surtout, le patrimoine architectural agricole est très précieux, selon Pierre Margeridon, qui est promoteur immobilier dans la région. Les promesses de ce fort, c'est de nouer les réseaux, nouer les différents acteurs, c'est de ritualiser un processus pour revenir dans une sorte de tradition et marquer l'imaginaire collectif, donc le grand public et les porteurs de projets, pour avoir une connaissance plus fine du territoire et du métier d'agriculteur. Alors, dans quel contexte se place mon projet? Eh bien, ça serait une initiative publique, donc le fort serait un organisme public animé par des animateurs territoriaux. Je me place dans un contexte où les pouvoirs publics adopteraient une stratégie politique ambitieuse tournée vers la transition agricole, que les pouvoirs publics aient conscience du temps d'avoir accès des résultats appliqués et un budget adapté à ce projet, bien évidemment. Donc Fort-le-Roi, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement spécifique au lieu, une plateforme animatrice et des espaces collaboratifs agrégés. On va commencer d'abord par l'écosystème et le fonctionnement du fort. Donc, voici nos 3 protagonistes, les structures d'accompagnement, les cédants et les porteurs de projets. La cible étendue sont les autres acteurs agricoles qui sont essentiels aussi au bon fonctionnement de l'agriculture locale. Donc nous avons les agences de l'eau, les experts fonciers, les propriétaires, les coopératives de mutualisation de matériel agricole qui en fait vont pouvoir participer à ce réseau-là, à ce processus de transmission. Et en fait, pourquoi ils doivent participer? Parce qu'ils ont tout intérêt à ce que les exploitations soient transmises. Parce que, comme je vous l'expliquais précédemment, s'il y a ce phénomène d'agrandissement des parcelles, ça posera beaucoup de contraintes pour ces acteurs-là. Il vaut mieux continuer avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux porteurs de projets. Donc ça, c'est l'écosystème du fort. En fait, le fort deviendrait une nouvelle porte d'entrée pour les enjeux de la transmission. Et une fois le système rodé, les cédants et les porteurs de projets viendraient au fort pour être ensuite redistribués dans les structures d'accompagnement de leur choix. Donc c'est le programme d'accompagnement qui lierait ces 3 protagonistes. Les espaces de collaboratifs pourront accueillir l'ensemble des acteurs et la plateforme animatrice pourra permettre aux différents acteurs de nourrir le réseau. Je vais commencer par détailler les espaces du fort. Donc chaque espace a une utilité dans le processus. Il y en a 8. D'abord, une salle d'exposition au rez-de-chaussée. Pourquoi? Pour sensibiliser le grand public et, comme je l'ai dit, pour que le métier d'agriculteur et de paysan soit mieux envisagé, pour avoir une connaissance plus fine du territoire et pour se rendre compte des nouveaux enjeux aujourd'hui de l'agriculture. Une salle de conférence pour accueillir les nombreux acteurs agricoles et pour que ceux-ci puissent débattre et faire des conférences, des formations, etc. Un bar-restaurant, alors pas comme vous l'entendez exactement, mais cet espace est très important car il va apporter au lieu une sorte d'informalité. Il faut que le lieu ne soit pas formel, il faut que dans ce lieu, il y ait une population permanente et il faut favoriser en fait les rencontres inattendues. Passons au premier étage, il y aurait en fait un salon dédié aux cédants pour que ceux-ci se sentent à l'aise dans le fort et qu'ils se sentent chez eux. Un espace de travail collaboratif pour les ateliers et les formations. Des petites alcôves que j'ai appelées les hôtels de la transmission, plutôt dédiés à nos 3 protagonistes principaux afin de favoriser les rencontres plus intimes et pour le travail un peu plus précis. Et des bureaux administratifs, bien sûr, pour les animateurs territoriaux qui effectueront des permanences dans ce fort et pour les structures d'accompagnement pour avoir une nouvelle antenne sur le territoire. Et enfin, une tour panoramique, comme je vous l'ai dit, c'est plus un symbole qu'autre chose, mais ça permettra aussi de contempler le reste du territoire et ça permettra au bâtiment d'être vu. Alors, ce n'est pas une tour Eiffel, bien évidemment, mais c'est histoire de consolider ce bâtiment et de pouvoir le voir d'assez loin. Passons maintenant à la plateforme. La plateforme en fait, a 3 fonctionnalités principales. Un calendrier qui permettra d'être au fait des différents événements du fort, un calendrier qui permettra aussi de planifier le programme d'accompagnement, un répertoire de cédants et porteurs de projets qui pourra être consulté par les deux, et une carte interactive pour avoir une vision un peu plus exhaustive des différentes exploitations transmissibles. Je vais m'attarder sur la fonctionnalité du répertoire de nourrir le réseau. C'est dédié à des acteurs partenaires et proches du cédant, les cédants qui n'ont pas forcément le temps de poster des offres
d'exploitation, eux peuvent le faire bien évidemment avec l'accord du cédant. Une carte interactive qui pourra montrer en fait les différentes maisons de la communauté, j'en parlerai plus tard, les exploitations à transmettre et les locaux des différents partenaires. Une fonctionnalité aussi qui permet de visualiser les différents espaces du fort et d'en savoir un peu plus. Ensuite, le programme d'accompagnement, il a été réfléchi avec deux personnes que j'ai pu rencontrer qui font partie des deux structures d'accompagnement. Cet espace que je viens de vous présenter a été conçu par rapport à ce programme et inversement. Ce programme d'accompagnement, je reprends les étapes de base. Alors sur ce schéma-là, il ne s'agit pas de lire en détail les différentes étapes du programme, mais de bien comprendre que chaque étape du programme est liée avec un espace du fort et une fonctionnalité de la plateforme. Et chose intéressante sur ce schéma, c'est que ce programme favorise la préparation mentale et psychologique du cédant avant de rencontrer les porteurs de projet. Il faut qu'ils se mettent dans de bonnes conditions. Donc on va prendre le cas de Manu, cédant, il est en âge de partir à la retraite. Il a un élevage de brebis, mais aussi un peu de polyculture. Il est très attaché à sa terre. Il est habitué à une agriculture conventionnelle et veut choisir l'option de facilité, c'est de céder à ses voisins. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc il y aura une première étape assez importante, le démarchage. Donc ça sera des animateurs territoriaux du fort qui viendront chez Manu pour le sensibiliser et pour lui expliquer les missions du fort. Manu commence effectivement à en entendre parler de par ses voisins, sa famille, etc. Il va être invité à visiter le lieu. C'est son initiation, cette étape est très importante car on va lui délivrer son rôle, c'est-à-dire qu'on va le sensibiliser sur le fait qu'il a un rôle très important à jouer pour l'avenir de l'agriculture et l'animatrice territoriale doit lui faire comprendre que ce fort ne lui est pas destiné mais qu'il doit se sentir chez lui. Il va être à présent inscrit dans la communauté du fort en tant que membre. Manu sera au fait des différents événements du fort et se rend compte qu'il a été invité à un repas avec d'autres exploitants. Cette journée est très importante également parce qu'il va pouvoir se rendre compte qu'il n'est pas tout seul dans ses préjugés et dans son projet. Il va pouvoir se confier et libérer sa parole. Plus tard, il va participer à des conférences pour se former et enfin choisir une structure d'accompagnement. La structure d'accompagnement de son choix. Donc voilà Isabelle qui a décidé d'accompagner, et avec l'accord de Manu, au fort pour une journée d'écoute, pour commencer à écouter le projet de Manu, qu'est-ce qu'il voudrait faire dans sa transmission, quel type de session il aimerait effectuer. Une autre journée sera le diagnostic de son exploitation avec d'autres experts agricoles pour déterminer au mieux quel serait le porteur de projet idéal pour son type de transmission. Enfin, pas c'est pas fini, une journée de projet cédant, donc là pour construire avec d'autres experts son projet de retraite et son projet d'avenir. Son exploitation sera inscrite sur la carte interactive et pourra être consultée par les porteurs de projet. On attaque la phase de recherche et de sélection du potentiel porteur de projet. Il y aura une journée où Isabelle pourra consulter et montrer les différents profils qu'elle a sélectionnés pour Manu et effectuer et organiser des rencontres dans le lieu que Manu aura choisi, où il se sentira le plus à l'aise. Voici la page de consultation des porteurs de projet. Ici, en fait, c'est important de comprendre que dans le processus actuel de transmission, c'est les porteurs de projet qui choisissent entre guillemets leur cédant, leur exploitation. Dans ce programme d'accompagnement, c'est l'inverse. C'est les exploitants qui viennent consulter les porteurs de projet et pour bien choisir et qui en fait trouvent le porteur de projet idéal. Une autre journée sera organisée, la visite de l'exploitation, pour prendre la température et voir doucement quel projet envisagent les porteurs de projet. Un temps de réflexion sera effectué avec Isabelle, l'accompagnatrice, pour choisir le projet idéal. Une journée très importante sera une journée d'acculturation qui permettra en fait de prendre connaissance du projet de chacun sans commencer à construire un projet commun. Une autre journée sera organisée pour, cette fois-ci,
construire le projet commun de la session. Et si tout se passe bien, un stage de parrainage sera effectué et pour tester les compétences de Guillaume. Et enfin, si tout se passe bien, la transmission pourra s'effectuer avec toutes les démarches possibles et imaginables. Petite pause, donc on va conclure. Les points forts du fort, eh bien, c'est avant tout une agrégation d'espaces. C'est des usages en fait qu'on retrouve dans des espaces habituellement sillonnés qui viennent s'agréger dans ce fort. Ce fort éveille les consciences pour le grand public. Il constitue un espace neutre en fait et un lieu de vie pour la rencontre des cédants et des porteurs de projets et apporte de nouveaux outils pour les structures d'accompagnement. Les bénéfices pour les cédants, eh bien, c'est de pouvoir rencontrer d'autres cédants, pouvoir se libérer, discuter et se confier, être accompagnés dans les conditions de leur choix et de trouver le repreneur idéal. Pour les porteurs de projets, eh bien, c'est de comprendre, d'affiner la compréhension du territoire et de leur future exploitation, et donc de construire un projet cohérent et d'entretenir de construire une relation de confiance avec les cédants. Pour les structures d'accompagnement, eh bien, c'est des outils supplémentaires, comme je l'ai dit, afin de favoriser leur démarche de sensibilisation et de pouvoir collaborer avec les autres acteurs et de réduire leurs déplacements sur le territoire. Et enfin, pour le territoire, eh bien, il s'agit d'anticiper le renouvellement des actifs agricoles, de créer un lieu attractif sur le territoire et, si tout se passe bien, de favoriser la souveraineté alimentaire des habitants. Eh bien, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Si vous avez des questions, la parole est à vous. Si quelqu'un veut prendre la parole, sinon je peux démarrer. Vas-y. Bon, c'était très clair, merci Thibaut. Par tous les cas, ça m'a semblé. Ah bon, super. Le film. Bon. Alors, j'ai une question un peu globale et puis après une question un peu plus précise, parce qu'il y a beaucoup de personnages et de scénarisation. Je voulais aussi poser une question scénarisée. Très bien. Au départ, il y a une hypothèse qui est forte, qui est de dire le Pays Basque, c'est une entité territoriale qui a ses spécificités. Ces spécificités reposent sur 4 piliers, dont l'agriculture. Alors, on est d'accord. On est d'accord. Ce que je n'ai pas vu, c'est, alors pas dans le détail pourquoi l'agriculture structure le Pays Basque, on s'en doute, on peut le comprendre, mais quelle était la vision, parce que là, il y a un projet de design de service pour moi qui est présenté, quelle était la vision du politique, conseil général par exemple, sur qu'est-ce qu'il veut faire de son identité, parce qu'à la limite, si je suis contradictoire, je m'en fous, si j'ai décidé de transformer l'identité de mon territoire pour plein de raisons. Et là, il me manque un fil conducteur, parce que pour faire tout ça, si je n'ai pas débugué cette conviction que l'identité territoriale est effectivement fondée dans les 20 ans qui arrivent ou les 50 ans, j'arrive avec un projet comme ça, je tombe un petit peu à plat, on est d'accord. Alors, première question d'ordre général, est-ce qu'on a des informations sur quelle est la conviction du politique? Parce qu'en plus, vous faites un appel au financement qui, à mon avis, mériterait d'être un peu plus dégressif que ce que vous avez fait, parce que ça sera ma deuxième question. Mais il va falloir le financer, tout ça qu'on a 5 minutes. Tout à fait. Alors, je reste sur la première question. Donc, si j'ai bien C'est compris... vraiment l'enjeu? Comment? C'est vraiment l'enjeu pour le Pays Basque? En tout cas, l'enjeu, c'est de le garder. Sauf que ce que j'ai tenté d'expliquer, c'est que cette identité est menacée. Si on ne favorise pas ce secteur d'activité-là... Si j'ai bien compris. D'accord. Est-ce que cet enjeu-là, il est politiquement démontrable? Parce que là, on est sur de la politique de territorialité. Elle est démontrable. On n'est pas sur la conviction de la citoyenneté de dire il faut conserver l'agriculture au Pays Basque. Je sais pas, je pense peut-être si j'ai bien compris ton point, peut-être que ça va t'aider. En fait, tu t'es placé vraiment du côté de l'agriculture, en fait, des habitants, mais c'est indissociable d'une politique publique, en fait, de la vie du territoire, de la région, pour aller dans ce sens. Est-ce que tu as creusé un peu ce côté-là, en fait? C'est ça? C'est tout à fait ça. Ouais. Eh bien... Parce que sinon, et sans jeu de mots, moi je trouve que tout ça est super intéressant, bien montré, enfin on reviendra, mais sinon, pour moi, c'est, avec ma rigueur
industriel, j'allais dire, c'est un peu hors sol, sans jeu de mots. Alors, j'ai peut-être pas assez développé, mais effectivement, j'ai aussi choisi ce territoire-là parce que il y a en effet une réelle volonté d'encourager ça, et ils savent qu'ils ont des points forts. Il y a vraiment une typologie assez spécifique dans le domaine de l'agriculture, et je suis peut-être passé assez rapidement dessus, mais je me place dans ce contexte-là où les pouvoirs publics adoptent, mais véritablement, une politique tournée vers la transition agricole. Est-ce que ça répond à votre question ou c'est... Non, ça répond pas, mais alors, c'est pas grave. J'essaie de comprendre. À l'envers, je peux vous le dire, je connais assez bien le Pays Basque aussi. Ils ont un énorme problème de logement. Populations basques natives. Tout à fait. Moi, je vois des reprises à faire de territoires agricoles, sachant que sinon c'est des promoteurs. Est-ce que moi, à la région, je n'ai pas intérêt à présenter un certain nombre de reprises vers les agriculteurs, tout en restant dans l'identité territoriale pour loger les jeunes? Oui. Alors, vous parlez du problème de logement, c'est surtout sur la côte, ça. Hein. Ouais, enfin, vous allez à Navarinx, la première baraque, en dessous de 500 000, c'est quand même chaud patate. C'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup moins de problèmes de logement plutôt dans les terres. C'est comme là où mon projet se contextualise. Mais en fait, je reviens sur la première question que vous avez posée. En fait, vous mettez en doute la volonté politique. Oui. D'accord. Non, c'est pas que je la mets en doute, je pense qu'elle existe, mais ce serait très intéressant que vous la démontriez. Vous alliez chercher ce qu'on appelle l'analyse des traces, aller chercher des traces en disant mon projet s'inscrit dans une réalité avec un vrai problème économique et une vraie volonté politique derrière. Et ça voilà, c'est pour ça que je posais cette question. Bien sûr. Parce que peut-être vous l'avez abordé par ailleurs, on ne l'avait pas présenté là, et du coup, ça aurait donné peut-être un peu plus d'ancrage. D'ancrage, de la bien sûr. valeur ajoutée de notre projet sur le sujet. Voilà. Je me permets, Thibault, oui. Il a effectivement évoqué très rapidement cette volonté politique, c'est vrai que là, oui. Mais il a évoqué dans le fait que le Pays Basque a une spécificité quand même particulière sur l'ensemble de l'agriculture française, c'est que chaque région a effectivement une chambre d'agriculture. Et le Pays Basque en a deux, donc l'officiel, j'allais dire, comme toutes les autres chambres d'agriculture, et puis une qui a été créée en fait par la région basque, spécifiquement pour vraiment, j'allais dire, traiter de la spécificité territoriale du Pays Basque. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse et je... Vous avez vraiment l'impression à capter que c'est pas évident. Et quand on voit la description qu'il en fait, on peut douter des moyens qui sont affectés, c'est-à-dire deux trucs complètement pas en réseau, avec des gens qui sont derrière des bureaux qui ne bougent pas. Enfin, moi, c'est ça qui... En fait, je l'ai bien vu, mais c'est ça qui m'a évoqué le truc, parce qu'on n'est pas en train de tuer l'affaire, quoi, parce que je connais les Basques, quand ils décident de prendre un sujet à bras-le-corps, ils savent le traiter, quoi. Là, ça me paraît un peu, effectivement, alors on voit bien l'idée de Fort, parce que là, c'est un truc totalement statique, et à mon avis, assez inopérant, tel que vous le présentez, ça, l'analyse est très intéressante. Et c'est ça qui m'a mis le soupçon, de me dire, bon, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de braquet sur l'identité des Pays Basques, quoi. Ça fait une question de beaucoup d'expansion. Ouais, c'est ça. J'entends. J'entends. Pour revenir sur les hypothèses, l'étude, il y a une hypothèse qui me choque un petit peu, c'est pas qui me choque, mais un lieu physique, qui est très bien. On parle de cédants qui sont un peu, a priori, un peu bourrus, qui n'ont pas trop bougé, en fait. Est-ce que l'axiomatique là-dedans, c'est quoi? Il y a un design de service, un service est proposé, mais encore faut-il que les trois utilisateurs finaux se déplacent dans le lieu. Tout à fait. Et ça, alors pour revenir du monde de la santé à l'hôpital, on a beau avoir un labo qui est en plein milieu de l'hôpital, on est quand même obligé d'aller les voir dans le département d'à côté. Donc les blouses blanches ne se déplacent pas. Ça, c'est sur mon terrain à moi. Donc est-ce que sur le vôtre, c'est quelque chose qui va se passer? Et effectivement, j'ai eu plein de retours là-dessus, sur le déplacement des trois protagonistes, j'arrive sur les retours. Et effectivement, c'est en fait quelque chose qui peut être justifié parce que il y a un fort réseau de... Je vais y arriver. Il y a une très forte collaboration et solidarité entre les cédants. Et c'est-à-dire que, sachant que le programme d'accompagnement qui est proposé là est
et sur 1 an. Ce sont des journées qu'il faut respecter et au bon vouloir des cédants effectivement. Donc on a quand même une assez grande marge de manœuvre pour pouvoir organiser ces événements-là. Mais pourquoi c'est possible, en tout cas pourquoi ça peut être possible, c'est parce qu'il y a une très grande solidarité et il y a souvent des gardes de ferme en fait, entre les voisins, des gardes de ferme. C'est-à-dire que le cédant peut s'absenter le temps d'une journée, etc. Ça se fait dans la région en tout cas. Donc c'est possible et je comptais là-dessus. Mais effectivement, en fait, le défi de ce fort, c'est de faire revenir les cédants, en tout cas qu'ils viennent par eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai essayé de travailler sur un lieu informel, contrairement aux structures d'accompagnement qui sont ici pour des démarches très administratives. Et c'est pour ça que c'est un lieu effectivement hybride, c'est un lieu de vie avant tout, en fait, ce fort. C'est pas que pour des démarches administratives. En fait, c'est pour ça, je le dis rapidement, c'est que on n'impose rien au cédant. En fait, le cédant pourra choisir où il va vouloir être accompagné. S'il préfère être dans la structure d'accompagnement, en fait, c'est lui donner plus de choix dans son programme. C'est quoi le truc qu'il va faire par rapport au lieu qui va faire que sûr il va vouloir venir en fait? C'est quoi cet élément de certitude qu'il y a sur le choix qui repose sur ce lieu physique en fait? Parce qu'on est d'accord, les porteurs de projets, les accompagnants, a priori il n'y a pas de problème pour qu'ils viennent, c'est laissé dans la problématique. Et quel élément de certitude en fait qu'il y a sur le fait qu'ils vont se déplacer? Eh bien, tiennent à la fin, pourquoi ils vont se déplacer? Parce que ça va pas leur paraître comme un lieu administratif très formel. Comme je dis, c'est avant. Vous avez fait des interviews de cédants justement sur cette idée-là, de savoir quel serait leur retour sur l'acceptabilité de ce genre. Par intermédiaire en fait, par rapport aux structures d'accompagnement, qui m'ont dit qu'effectivement, eux, dans leur structure, ils pêchaient là-dessus et que ça serait de bons moyens, en tout cas attractifs, pour les faire venir. Voilà. Mais pour être transparent. C'est un coût, tout ça, donc là, on est sur un coût colossal pour avoir un lieu comme ça. Tout à fait, j'ai calculé un peu combien ça coûterait, avec l'aide de monsieur Marjoridon. Donc ça serait, comme j'ai dit, une réhabilitation d'un bâti agricole. Donc il faut compter, pour la réhabilitation, il faut compter entre 1000 et 1500 du mètre carré. Donc au total, avec les travaux d'aménagement, les travaux d'isolation, etc., plus les équipements au sein du fort, plus le personnel, on arriverait à cette somme-là, partagée. Alors ça, ce serait une structure. Oui, c'est aussi une question qu'on m'a posée. Comment cohabiterait la structure de restauration et le lieu public? Ça serait une entité à part, en fait. Privée. Voilà. Et donc, en fait, ce budget-là partagé entre la région, la communauté d'agglomération et les autres acteurs, ça paraît possible. Si ça ne fonctionne pas, quelle serait l'alternative pour vous? Si ça ne fonctionne pas, eh bien, d'essayer de transformer les locaux des structures d'accompagnement pour les rendre plus attractifs en fait. Ouais, j'ai même, un peu dans ce sens-là, je mets la casquette de politique un peu bourrée du Pays Basque. Votre truc, c'est sympa, mais en fait, on ne peut pas le faire avec un mythique de l'offre et de la demande. Un mythique de l'offre et de la demande non, parce que c'est trop... excusez-moi, mais c'est pas assez subtil, quoi. Parce que c'est pas qu'un simple... c'est une simple application de rencontre, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut, en fait, dans la tête des cédants, il ne faut pas un des retours, effectivement, c'est qu'on leur colle une étiquette en fait dessus et ce soit un peu. Pardon ? Quelle étiquette ? Eh bien, l'étiquette du cédant. C'est pour ça que dans. Il ne faut pas savoir qui cède. C'est ça l'idée ? C'est pas ça, mais. On va anonymiser le. Voilà, c'est pour ça que dans la plateforme, il n'y a pas écrit cédant. Il ne faut pas qu'ils se sentent cédants, il faut que l'idée vienne d'eux-mêmes et qu'ils se sentent avant tout exploitants. Donc du coup, c'est pas effectivement pour vous, je l'ai dit, lieu dédié à la transmission des exploitations agricoles, mais c'est avant tout un lieu de vie dans le domaine de l'agriculture. Oui, mais pour que ça fonctionne, derrière, il y a un organisation d'agriculture. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment des offres de cédants qu'instruisent ces structures en place là. Il y a des offres de portefeuille de cédants potentiels, il y en a beaucoup. En fait, ce que j'expliquais au début, c'est que si on n'anticipe pas maintenant, ils seront submergés en fait dans 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas. Si moi je voulais demain, je voulais faire de l'Iron-Légui ou du
en a beaucoup qui ne trouvent pas. Il y en a beaucoup qui ne trouvent pas. Si je voulais m'installer, je ne trouverais pas. Je pas mon bâton de pèlerin. Si vous voulez, il y a des des porteurs de projets qui bataillent jusqu'à 7 ans avant de trouver une exploitation. Et une vraie demande. De repreneurs, oui. Mais sauf qu'en fait, ils ne sont pas du tout incités à transmettre. Et ce que j'essaie d'expliquer aussi aux Pays Bas, c'est que c'est encore très atypique de céder à des gens qui ne font pas partie du cadre familial, en fait. Ça va de pair. Comment ? J'ai dit ça va de pair, c'est pour ça qu'il Voilà. Mais en fait, ce que disait une agriculture, c'est que, oui, d'un point de vue culture, mais il y aura bien évidemment des offres au bout d'un moment. Les cédants vont devoir partir à la retraite et il y aura énormément d'offres. Mais ce que je voulais dire par rapport aux porteurs de projets, c'est que il y en a, enfin, une des structures d'accompagnement m'a confié que il y en a, la majorité ne trouveront pas. Parce que soit ils n'ont pas les compétences, soit ils n'entretiennent pas une bonne relation de confiance avec le futur, enfin leur prédécesseur. Et en fait, pour une personne de votre âge, vous n'avez pas envie d'attendre 5 ou 7 ans pour vous installer. Vous avez envie de vous installer de suite. Et donc, l'idée de ritualiser et de re-ritualiser en fait le processus de transmission, comme à l'époque où il ne se posait pas du tout de questions, eh bien, voilà, là, il faut que ce processus-là soit beaucoup plus automatisé, en fait. Et ce n'est pas le cas. C'est très clair, en tout cas. Bon, Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ouais, je voulais faire un retour, une synthèse déjà sur la forme. Elle a un peu dur à suivre la présentation. Alors, je pense qu'il y a peut-être de la télé, ça peut être un peu difficile, juste faire attention à ça. D'accord. Mais après, ton discours était très clair, c'était facile de suivre, donc en fait, on n'avait peut-être pas forcément besoin. Au final, j'ai presque l'impression que ça t'aidait pas forcément dans la présentation. Tu auras tout faire tout seul, c'est sûr. Ou avec en montrant ton. Ça aurait pu marcher. Mais, c'est rien de très très grave, mais bon, c'est pourtant, je pense qu'il n'y a pas de. Je ne vois pas très bien, donc c'est pas mais bon, c'est pas grave. Il y a très peu de soleil dans le jour. Ouais, donc ça t'est pas aidé, mais Ok. c'est juste un petit détail. Mais par contre, sinon, sur le fond, vraiment, ça c'était sur la forme, c'était dans le détail, mais sur le fond, c'est bien avec le projet quelque chose de très concret. Au final, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Au point que tu nous avais bien dans le sujet, on prend la problématique, même si pour le coup, ça c'est quelque chose qui est complètement à des années-lumière de ce que je peux connaître. Vraiment. Non, mais c'est bien. Franchement, ça c'est quelque chose, c'est un vrai pari pour ton projet. Et tu le connais, ça c'est bien. Je pense que tu as été sur le terrain, tu as regardé, tu sais de quoi tu parles. Et ça, je pense que c'est bien. Après, du coup, j'étais assez emballée par ton projet, donc en fait, même moi, je me suis dit, quand tu l'as présenté, tu aurais pu dire, Formura, c'est l'espace de coworking de la transmission d'exploitation agricole. Tu aurais pu aussi faire des analogies comme ça, pour encore plus nous emmener et plus nous embarquer dans ton projet. Alors en vrai, c'est un peu plus que ça, mais je pense qu'il y a vraiment matière à. Surtout, il y a matière à continuer. C'est un projet que j'aimerais bien continuer à creuser. Pardon, je vous ai coupé. Ouais, non, mais du coup, c'était aussi ma question. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de poursuivre? Très clairement, et je sais que plus tard, je ne resterai pas sur Paris et que j'ai envie de m'investir pour cette région-là. Il y a plein de choses encore à développer, ne serait-ce que pour la plateforme et même pour effectivement cette relation entre les différents acteurs et les cédants, le programme d'accompagnement et bien évidemment toute cette histoire de lieu. Oui. Tu viens d'où personnellement? Je viens de Bordeaux et ma mère toute une partie de ma famille est basque en fait. Parce que justement, l'une problématique que tu pourrais avoir à t'installer, justement, si tu as envie de continuer là-dessus, c'est toi d'être dans la position du porteur de projet qui va trouver Tout à fait. le rôle de petit compte parisien qui arrive au Pays Basque. C'est vraiment pas un cliché en plus, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Je pense qu'il y a une recommandation que je jouerais. Là, c'est une vue, c'est-à-dire enflammée de premier écrit. Avoir un peu plus d'expérience du deal avec les collectivités territoriales. Si j'y allais plus loin, je réfléchirais à ce que j'appellerais une hybridation. D'accord. C'est-à-dire que je n'irais pas taper dessus de fort en anglais. Ça a été dit d'ailleurs, et je partage. Je pense que je réappliquerai mon modèle en design de service, en regardant tous les trucs en raquette sur ce qu'on appelle les logiques organisationnelles capacitaires, c'est-à-dire là où il manque de capacité dans leur organisation actuelle pour anticiper cette problématique.
et je regarderai avec des outils digitaux, avec peut-être d'autres métiers, rôles, etc. Comment je peux hybrider un modèle organisationnel à valeur ajoutée sur l'existant. Ne serait-ce que pour avoir des financeurs ou des gens qui sont vraiment basses, qui vont cautionner le truc et après monter vers les sphères de financement. Voilà, D'accord. Je mettrai un petit panier, ce que j'appelle l'innovation par hybridation, c'est-à-dire je me colle sur, je suis pas en rupture. Bien sûr, oui. Et là, on voit, il y a un petit sujet quand même de voir comment les autres cohabitent réellement avec ça. Et dans la tête du politique, je vous assure, il va dire, attendez, il va encore m'en coller pour 2 millions d'euros avec son truc. J'ai déjà des machins à financer, déjà j'y arrive pas. Donc, vous voyez, il faut c'est compliqué. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Les stratégies d'hybridation, ça ne se fait jamais des deux mains, ces mecs. C'est souvent la bonne. Le bon, oui, d'accord. Mais j'entends. Vous avez assez d'éléments. Si vous connaissez l'existant, vous avez projeté peut-être assez loin, c'est ce qui est intéressant. Oui, oui. C'est quoi le juste milieu pour asseoir une base qui va donner suffisamment de valeur en moindre coût pour initier votre projet dans l'écosystème base. Je comprends. D'accord, merci. On va t'aller, là, on va accumuler encore le retard. Alors moi je vais être rapide, hein. Je pense que tout a été dit. Je veux juste te donner un focus. Là tu es parti sur un sujet très précis qui me préoccupe. Tu l'as objectivé au niveau d'esprit. Je pense que cette problématique, elle n'est pas unique au territoire basque, elle existe dans d'autres territoires. Moi je viens du territoire du sud de la France, je viens du territoire de la Réunion qui a aussi ses spécificités, mais ils ont les mêmes problématiques. Donc je pense qu'il faut aller les voir, prendre du recul, aller les voir, prendre du REX, retour sur l'expérience, objectiver ces retours d'expérience qui peuvent être transmissibles et injectables dans ton territoire. Toujours regarder le lien parce que un éleveur de brebis a forcément des mêmes ADN et accointances avec un autre éleveur de brebis, même s'il est ailleurs, et même s'il élève autre chose, mais ils ont les mêmes problématiques communautaires. Peut-être les mettre aussi en exergue et dire qu'ils sont d'un territoire, qu'ils font des produits d'un territoire et qu'il faut communiquer là-dessus pour que le grand public les reconnaisse comme un acteur du territoire. Dans ton projet il y est, mais je pense que les journaux télévisés, des émissions, regarde les cuisiniers aujourd'hui, c'est des cadors, alors qu'il y a une dizaine d'années, quand tu disais que tu étais cuistot, il fallait planquer. C'est sûr, oui. Donc il y a la partie communication. Alors moi aussi, et je rejoins Dominique. Il faut que tu te poses la question aussi de cette partie d'innovation, c'est qu'apportes-tu de neuf? Et c'est sur cette partie-là que tu pourras convaincre tes interlocuteurs, notamment politiques, mais aussi privés, et de faire du PPP, ce qu'on appelle partenariat public-public, pour que tu puisses apporter la touche que personne n'a eue, parce que tu auras comparé, tu auras éprouvé, et tu auras senti la subscientifique moelle que personne n'a. La singularité qui fait que Thibaut, c'est Thibaut. C'est bien ça. C'est lui qui a cette idée et que Fort-Lora, c'est l'idée de Thibaut. Et c'est pas forcément Fort-Lora sur un lieu physique. Oui, j'entends. C'est Thibaut qui le porte en fait. Le Fort-Lora, c'est toi. D'accord. Si tu identifies ce projet en tant que Thibaut, le reste viendra. Entendu. Merci pour vos retours. Et bravo. Merci. On revient à cette notion de porteur de projet. Oui. Merci beaucoup. Donc, je suis désolée de devoir interrompre cette question-réponse, mais là, Merci.